Le monde grec à l'époque classique, par Patrice Brun, de 500 à 323 avant Jésus-Christ. Chapitre 5. La lutte pour l'hégémonie, de 371 à 338. Le quart de siècle ou presque qui sépare les batailles de Leuctre et de Chéronée possède sa cohérence propre, celle de la recherche, sans cesse repoussée d'une véritable hégémonie sur le monde grec. Hégémonie que, tour à tour, et puisque Sparte était désormais hors jeu, Thèbes, Athènes, puis la Macédoine tentèrent d'imposer avec des moyens de nature différente. Ce sont ces tentatives qui donnent à ces années une impression de guerre permanente et totale et à la chronologie un aspect assez désordonné. L'éphémère hégémonie thébaine, de 371 à 362. La victoire militaire sur Sparte ouvrit à Thèbes des horizons que seuls les plus optimistes auraient pu imaginer. Il n'était plus question seulement de domination sur la Béotie, mais sur l'ensemble de la Grèce continentale et les îles. Dès les lendemains de Leuctre, les Thébains, sous les ordres d'Épaminondas et Pélopidas, réorganisèrent la nouvelle confédération béotienne, légitimée sur le champ de bataille. Puis, durant l'hiver suivant, ils pénétrèrent dans le Péloponnèse, peut-être pour répondre à un appel venu de Matinée, qui, à l'annonce de la défaite spartiate, avait relevé ses murailles et redoutait une contre-offensive de l'armée lacédémonienne menée par le roi Agésilas. En tout état de cause, Épaminondas choisit de porter la guerre en Laconie, et s'il ne tenta pas de s'emparer de Sparte, qui n'était pas défendue par des remparts, il poussa jusqu'à Githéon, le port de la cité, où il installa une garnison. De là, plus grave encore, pour les Lacédémoniens, il passa sans encombre en Messénie, et y organisa la sécession des Ilotes, en fondant la ville de Mécène. Ainsi, la défaite de Leuctre avait-elle eu en très peu de temps des conséquences inimaginables. Quelques mois auparavant, non seulement Sparte avait perdu un cinquième de ses citoyens et son hégémonie terrestre sur le monde grec, mais son empire sur le Péloponnèse disparaissait et son territoire était amputé de moitié. Ce n'est pas exagéré de dire que Leuctre a sonné le glas de la cité de Sparte comme puissance du monde grec, et jamais elle ne put retrouver son antique gloire. Le livre nous fait figurer un plan de Mécène, avec la ville adossée au mont Itomée, avec son temple de Zeus Soter. Cette situation ne pouvait qu'inquiéter Athènes, peu désireuse de voir une puissance terrestre, de surcroît frontalière de l'Attique, en remplacer une autre. Les Spartiates envoyèrent une ambassade pour demander de l'aide, en 369, à des Athéniens divisés, car, si la menace thébaine était prise au sérieux, le souvenir encore récent des exactions spartiates était encore dans toutes les mémoires. C'est sans doute ce qui explique la décision d'envoyer le stratège Iphicrate barrer la route du Péloponnèse. Mais les Thébains l'avaient déjà atteint, avec pour consigne de ne pas faire grand-chose pour empêcher leur retour au pays. C'est, du moins, ce que l'on peut déduire du peu d'empressement que mit Iphicrate à s'opposer à leur passage. Les perspectives thébaines n'étaient déjà plus seulement péloponnésiennes. Dès après Leuctre, les Thébains avaient recherché un accord avec le tyran thessalien Jason de Phérès, que sa mort violente en 370 n'avait pas permis de concrétiser, puis avaient poussé en direction de la Macédoine, soumettant le roi Alexandre II et, pour preuve de son allégeance, l'obligeant à lui remettre des otages, parmi lesquels son jeune frère Philippe. En bref, les Thébains s'inscrivaient dans une attitude impérialiste assez classique, qui ne les distinguait pas beaucoup de leurs prédécesseurs spartiates. Tout comme eux, à présent, ils détenaient l'hégémonie. Ils ressentirent la nécessité de s'appuyer sur les richesses perses et d'organiser sous son égide une nouvelle paix du roi. En 367, à Suse, les Perses reconnurent l'hégémonie aux Thébains et conviaient les Grecs à l'accepter. Que la menace achéménide se fit moins précise ou que la puissance thébaine, trop récente pour être vraiment prise au sérieux, n'effraya pas tout le monde, ce rescrit de Suse resta lettre morte. L'alliance du roi de Thèbes permit cependant à cette dernière de se lancer dans un programme de construction navale tout à fait nouveau pour elle, dont le but affiché était de miner les positions maritimes athéniennes. Une flotte de centrières, menée en personne par Épaminondas, parcourut la mer Égée de Byzance à Cnide, pour inciter les alliés d'Athènes à se soulever. Une inscription découverte à Cnide, accordant la proxénie au général thébain, confirme ce périple. Thèbes se sentait assez forte pour refuser le partage de l'hégémonie, mais ce ne fut qu'une démonstration de force sans lendemain. Le livre nous ajoute maintenant une carte du Péloponnèse, pour se représenter Thèbes, Corinthe, Mécène et Sparte. La question de l'hégémonie devait réellement se jouer dans le Péloponnèse, du fait de la multiplicité des terrains d'affrontement. Pélopidas mourut en Thessalie au cours d'un engagement, ce qui ne permettait pas aux Thébains d'être partout en force.
Un Péloponnèse au contour très différent de ce qu'il était du temps de la splendeur de Sparte se mettait en place. Les régimes oligarchiques avaient été balayés, emportés par la tourmente des guerres civiles, qui n'épargnèrent pas beaucoup de cités. À Sicyone, par exemple, un notable Euphron s'empara de la tyrannie, régime que Sparte avait de tout temps combattu. Mais c'est en Arcadie, où la confédération arcadienne avait vu le jour, que les choses avaient le plus dégénéré. Les Thébains avaient pensé réduire la séculaire inimitié entre les deux cités les plus puissantes, Thégée et Matinée, en suscitant la création d'une nouvelle cité, Mégalopolis, au sud de l'Arcadie, chargée autant de fédérer l'Arcadie que de surveiller Sparte. Les intentions répétées de Thèbes, si elles avaient eu, pour les Arcadiens, l'avantage primordial de leur permettre de secouer le joug spartiate, étaient de moins en moins supportées maintenant que la menace spartiate s'estompait. De plus, les dissensions intérieures s'exagéraient et il suffit d'un incident, somme toute mineur, pour déclencher le conflit ultime. Le chef de la garnison thébaine de Thégée captura des dirigeants de la Ligue arcadienne, parmi lesquels des Matinés, qui demandèrent contre Thèbes et Thégée l'appui des Spartiates, lesquels, espérant par tous les moyens récupérer encore la Messénie, accordèrent leur soutien. Les Athéniens se joignirent à eux. Les deux alliances s'affrontèrent non loin de la ville de Matinée, à l'été 362. La coalition thébaine comptait dans ses rangs, outre les Thégéates, des peuples de Grèce centrale, Thessalie et Eubée. Menée en personne par Épaminondas, sembla l'emporter. Mais, à suivre les indications de Xénophon, la mort du Béotarque au cours de la bataille paralysa les Thébains, incapables d'exploiter leur victoire. Hésitation qui permit aux Athéniens de repousser leurs adversaires, et personne ne sut vraiment qui l'avait emporté. Chaque camp accomplit les rites de la victoire, dresser un trophée, rendre les morts à l'adversaire, et de la défaite, laisser l'ennemi ériger le trophée, accepter ses propres cadavres. Cette hésitation militaire préluda à une grande confusion politique, et il n'est pas interdit d'affirmer qu'il n'y eut que des perdants dans l'affaire. Les Spartiates tout d'abord, directement opposés aux Thébains. Dans le combat à nouveau des faits, voyaient s'éloigner l'espoir de reprendre la Messénie. Les Thébains également, après la mort d'Épaminondas, privés de leur meilleur général, n'avaient pu imposer leur roi au Péloponnèse. Il ne faut pourtant pas exagérer l'idée d'un effondrement complet de Thèbes à Matinée. En même temps que disparaissait Épaminondas, au milieu du siècle, les adversaires de Thèbes en Grèce centrale voulaient encore rabattre ses prétentions lectriennes. Diodore, 16, 58, 3. Preuve que l'appétit de domination était toujours présent, mais c'était sur un terrain qui leur était plus familier, celui de la Grèce centrale, l'idée d'intervention béotienne dans le Péloponnèse s'efface, de fait, avec Épaminondas. Reste le cas d'Athènes. La phalange athénienne avait plutôt bien résisté à Matinée, mais ce n'était pas vraiment sur la terre que résidait la puissance réelle de la cité. Il convient alors de faire un retour en arrière pour comprendre comment la cité avait su retrouver sa puissance. L'hégémonie athénienne en Égée jusqu'en 355. On a vu qu'en 377, Athènes avait réuni autour d'elle 6 cités, formant ainsi le cœur de la seconde confédération. La lassitude de bien des Grecs devant les atteintes répétées de Sparte à l'autonomie des cités, autonomie qu'elle était pourtant chargée de faire respecter, avait fait oublier les exactions athéniennes, pas si éloignées que cela dans le temps. Aux membres originels vinrent s'ajouter jusqu'en 375 ou 373 une soixantaine de cités. Au gré des victoires militaires athéniennes, la bataille de Naxos en 376 permit de faire basculer dans l'alliance la plupart des Cyclades, puis des cités du nord de l'Égée, tandis que l'expédition de Timothée en mer Ionienne lui assura l'adhésion des îles. L'orientation était nettement insulaire, et la place de Thèbes, seule cité nettement terrienne, devait être posée. Les termes de l'accord passé entre les membres fondateurs sont d'une grande prudence. La paix du roi est réaffirmée, car personne ne veut prendre le risque d'encourir les foudres perses. Le décret précisant que ce sont les Spartiates eux-mêmes qui, par leurs actions répétées, en empêchent l'application. Pour preuve de leur bonne volonté, les alliés indiquent qu'aucun sujet du roi, entre autres termes les cités grecques d'Asie mineure, ne pourra être membre de la Ligue. Mais les conditions du décret ne visent pas seulement Sparte, car, en donnant toutes les garanties possibles aux adhérents de la Confédération, aucune garnison, pas de foros, impossibilité pour les Athéniens d'acquérir des biens chez les alliés, ce qui revenait à interdire la pratique des cléroukies, le texte stigmatise l'attitude athénienne au siècle précédent et en interdit donc le retour. On se saurait nier les progrès du fédéralisme en Grèce.
du moins dans les textes, parce que dans les faits, cet accord souffrit très vite d'une double contradiction. La première était la place de Thèbes, et l'on a vu qu'assez vite les relations entre elle et Athènes se détériorèrent au point que celle-ci accueillit avec dépit et inquiétude la victoire thébaine de Leuctre. La seconde concernait Sparte, nommément désignée comme l'adversaire de la Ligue. À quoi donc pouvait désormais servir le maintien d'une confédération dès lors que cet ennemi avait vu sa puissance abolie? Les Athéniens étaient donc à la croisée des chemins, un peu comme en 449, lors de la paix de Callias, où, privés de leur ennemi perse, ils se trouvèrent à la tête d'une ligue de Délos qui n'avait plus de raison d'être. Et comme en 449, précisément, les Athéniens répondirent par la fuite en avant, la seconde confédération allait donc continuer, moins au service d'une cause commune que de l'intérêt individuel d'Athènes. La comparaison précédente avec la Ligue de Délos fait cependant courir le risque de calquer ce que nous savons de sa politique fédérale au 5e siècle sur celle du siècle suivant, quand, après une brève période d'équilibre, la volonté hégémonique athénienne prit le dessus et, d'alliés libres, les cités grecques devinrent des sujets. C'est une hypothèse longtemps retenue qui conserve de nombreux partisans, alors qu'une autre position fait d'Athènes une cité fidèle à ses engagements initiaux, abandonnée par des alliés soumis à des influences extérieures. Le jugement est plutôt délicat à apporter. En effet, s'il est presque assuré que jusqu'en 373, les Athéniens n'exigèrent pas de leurs alliés le versement d'une contribution financière, le syntaxis, il est évident que des expéditions communes ne pouvaient se dérouler qu'au moyen de la mise en place d'une caisse fédérale. Cette contribution, loin d'être donc la preuve d'une dure domination athénienne, était des plus normales. D'autre part, sont attestées dès les premières années de la Ligue, par l'épigraphie essentiellement des garnisons, à Mytilène et Syros, que le décret de 377 prétendait interdire et que l'on a interprété comme la preuve d'un impérialisme militaire athénien. Mais l'inscription en question, dans Impérialisme et démocratie numéro 50, honore un stratège athénien, Chabrias, et rien n'interdit de penser que ces garnisons avaient été demandées par les insulaires eux-mêmes, menacés par quelque danger. Il n'est pas toutefois question de sombrer dans un angélisme béat, et il semble clair que les pratiques du pouvoir fédéral se sont modifiées après 371, lorsque le retrait de jure ou de facto de Thèbes de la Confédération laissa les Athéniens à la tête d'une alliance au contour exclusivement maritime et sans contrepoids à une attitude envahissante de la cité hégémonique. Aussi, les années postérieures à Leuctre montrent-elles un visage différent sans que vraiment, sur un plan juridique du moins, les termes de l'accord de 377 aient été transgressés. Il en va ainsi des Clérouki, ces terres extérieures à l'Attique, peuplées de citoyens athéniens, généralement après une expédition militaire, et qui au 5e siècle était la marque la plus parlante de l'impérialisme athénien, prohibée par le décret de 377. Elle ne l'était en fait que sur le territoire des cités membres de l'Alliance, et d'un point de vue formel, il n'était pas interdit aux Athéniens d'installer des Clérouki dans d'autres cités du monde grec, ce dont ils ne se privèrent pas. En 366, après s'être emparé de Samos, dont la citadelle était tenue par une garnison perse, le stratège athénion Timothée, avec l'accord des autorités athéniennes, expulsa la plupart des Samiens et les remplaça par des Clérouques venus d'Athènes. La Clérouquie de Samos, la première de l'histoire de la Confédération, allait prendre des proportions gigantesques, et on peut admettre que plusieurs milliers d'Athéniens vinrent s'installer dans cette île jusqu'en 321, date de leur expulsion. Si la lettre du décret de 377 était respectée, l'esprit, lui, ne l'était guère, puisque l'expulsion des Samiens revenait à les rendre responsables de l'occupation perse de leur île. Une anecdote rapportée par Aristote dans Rhétorique, Grand 1, 1384b, montre bien d'ailleurs qu'à Athènes même, cette décision n'avait pas fait l'unanimité. De plus, la pratique des Clérouki allait se multiplier, singulièrement dans le nord de la mer Égée et dans le détroit de l'Hellespont, toujours dans des cités non membres de la Ligue certes, mais ces implantations, à Potidée en Chersonèse de Thrace, correspondaient avant tout à des régions stratégiquement importantes pour les Athéniens et eux seuls. Tout indique dans les années 360 que la confédération maritime fonctionne dans le seul intérêt d'Athènes ou, dans le cas de la Clérouquie de Potidée, pour assurer le pouvoir dans la cité à leurs partisans, ce qui revient au même. En ce sens, s'il n'y a pas d'entorse juridique flagrante par rapport au décret de 377, le moins que l'on puisse dire est que la manière dont les Athéniens dirigeaient la confédération
ne pouvait qu'avoir des conséquences sur la perception que les cités alliées pouvaient en avoir. Dans ces conditions, il ne faut guère s'étonner de l'apparition de révoltes à l'intérieur de la Confédération. Les premières à la quitter furent, en 370, les cités eubéennes, moins par méfiance vis-à-vis d'Athènes que par attraction de la puissance naissante de la proche Thèbes, et il ne semble pas que les Athéniens aient tenté quoi que ce soit pour les maintenir dans la Ligue. Plus révélatrice de l'état d'esprit des Alliés est la révolte de la petite île cycladienne de Chéos, connue de nous par une inscription dans Impérialisme et démocratie numéro 57. L'île, composée de 4 cités, avait entamé une unification partielle lorsque, en 364, peut-être incité à la révolte par la croisière récente d'Épaminondas en mer Égée, les habitants de la cité de Iulius condamnèrent à l'exil la faction pro-athénienne et assassinèrent le proxène des Athéniens, c'est-à-dire leurs concitoyens chargés de représenter les intérêts de la cité hégémonique. En 2 campagnes, les Athéniens parvinrent à réduire la sécession de l'île et, en 362, réimposèrent leur autorité. La reprise en main fut scellée par des mesures de nature impérialiste, pourtant condamnées par le pacte de 377, comme par exemple l'obligation pour les gens de Chéos de faire juger les affaires judiciaires les plus importantes par un tribunal athénien. Quelques années plus tard, nous apprenons par un autre document épigraphique, dans Impérialisme et démocratie numéro 72, que les Athéniens s'arrogèrent le monopole du commerce de l'ocre sur l'île, complétant ainsi leur mainmise. Le livre ajoute une carte du détroit du Bosphore, avec la Thrace et la Phrygie et les Spontiques. Toutefois, la domination athénienne, de plus en plus rude sur le monde égéen, n'était pas suffisante pour assurer aux Alliés une sécurité dont l'hégémonie était en quelque sorte la justification. Or, en 362, le tyran de Phérès, Alexandros, lança une série de raids sur les Cyclades, montrant que l'autorité athénienne pouvait être bafouée. Il ne faut certes pas exagérer les difficultés athéniennes, et il est certain que vers 360 encore, aucune puissance maritime n'est en état de s'opposer à l'hégémonie athénienne en Égée. Il n'empêche qu'il s'agit d'un signe que les événements postérieurs vont éclairer. En 357, pour des raisons qui restent à mieux comprendre, de grandes cités insulaires de l'est de la mer Égée, Rhodes, Kos, Chios, auxquelles s'ajouta Byzance, se rebellèrent contre Athènes et lancèrent une guerre communément appelée guerre des Alliés. Les responsabilités sont malaisées à apprécier. Il est certain que la tutelle athénienne était de plus en plus mal vécue par les Alliés, et notamment les plus grands, qui avaient participé à la fondation de la Confédération et qui voyaient leur autonomie de plus en plus discutée par la puissance hégémonique. Il ne faut pas non plus négliger le fait que des puissances périphériques au monde égéen ont pu encourager les Alliés à se soulever. S'il est difficile de soutenir que Philippe de Macédoine est à l'origine du conflit, la question mérite au moins d'être posée par le satrape de Carie, Mosole, qui, la suite le montra, s'intéressait beaucoup aux îles de l'Est égéen. Un premier engagement naval au large de Chios vit la mort de Chabrias et la condamnation d'un autre stratège, Timothée, accusé d'avoir accepté de l'argent des Rhodiens. Quelle que soit la véracité de cette accusation, Athènes était privée de 2 de ses plus brillants stratèges. Ce qui donna de l'audace à des révoltés possédant désormais l'initiative des opérations et obligeant les Athéniens à défendre leurs alliés encore fidèles et à poster des garnisons à Andros, toutes proches de l'Attique, à Amorgos. Impérialisme et démocratie, numéro 64-65. En 355, sur l'injonction du roi de Perse, dont c'est la dernière intervention comme arbitre des affaires grecques, les Athéniens reconnurent l'indépendance de leurs anciens alliés. Cette reculade s'explique autant par leur déboire en mer Égée que par l'existence de plusieurs fronts auxquels ils durent faire face tant bien que mal. En Eubée tout d'abord, l'île proche d'Athènes et de la Boétie avait toujours été une pièce majeure de la stratégie athénienne de protection du territoire de l'Attique et de son approvisionnement en blé, et son basculement dans l'alliance thébaine ressenti comme une défaite diplomatique athénienne. En 357, au moment où débutait la guerre des Alliés, les cités eubéennes rompirent avec les Thébains et cherchèrent un appui du côté athénien. Impérialisme et démocratie numéro 63. Les Athéniens ne pouvaient refuser et une expédition destinée à chasser les Thébains d'Eubée et à faire revenir les cités de l'île dans la mouvance athénienne fut menée à bien. Diodore 16, 7,2 pour la source. Mais cette opération avait mobilisé des troupes qui auraient été nécessaires sur le front égéen. D'autant plus que, en 357 toujours,
un troisième front s'ouvrit, dans le nord, de la mer Égée cette fois. Le nouveau roi de Macédoine, Philippe II, espérait reprendre les cités littorales de Macédoine, annexées quelques années plus tôt par les Athéniens. Tour à tour, Amphipolis, Pydna et Potidée, en 356, passèrent sous le contrôle macédonien. Revers d'autant plus grave, mais cela les Athéniens ne pouvaient encore le savoir, qu'ils étaient le prélude à des défaites plus lourdes de conséquences encore. Il demeure indiscutable que l'année 355 s'achevait sur des reculs significatifs des Athéniens, même si, en sauvant l'essentiel de la Confédération et en prenant le contrôle de l'Eubée, la cité avait assuré ses intérêts immédiats. Il ne faut pas perdre de vue que, en 355, si Athènes a été vaincue, c'est qu'elle devait combattre sur plusieurs fronts à la fois. Ce n'est pas tant le signe d'un déclin de la puissance maritime d'Athènes. Aucune force n'est alors en capacité de la concurrencer sur ce point, que de son impossibilité à agir en pouvoir hégémonique unique. Ce que nous apprennent les années 357-355, c'est avant tout l'absence d'un tel pouvoir en Grèce, et depuis bien avant les guerres médiques. C'était là une situation tout à fait nouvelle, ce qui contribua à rendre malaisée, par les contemporains et notamment par les Athéniens, la compréhension des événements. Bercé par une rhétorique facile vantant une permanence des exploits des ancêtres, le démos athénien et ses dirigeants s'estimaient devant l'effacement des Spartiates et des Thébains les seuls aptes à diriger les Lades, et dignes de le faire. L'émergence de la Macédoine, 355-338. La période qui s'ouvre avec la défaite athénienne face aux coalisés est l'une des mieux connues du monde grec en raison de l'abondance des sources rhétoriques à notre disposition. Les discours de Démosthène et d'Échine sont de ces années où les évoque directement. Mais elle est aussi celle qui a le plus souffert d'a priori idéologiques sur la personnalité de Philippe II et la structure politique de Démosthène. Largement influencés par les événements contemporains, les historiens modernes ont eu tendance à identifier les puissances du temps avec celles de leurs propres époques et à rechercher des similitudes souvent forcées. De plus, notre connaissance des événements de ces années est presque exclusivement athénienne, et même démosthénienne, ce qui leur donne une coloration personnelle et partiale qui n'est pas toujours aisée d'enlever car nous n'avons pas beaucoup de sources à lui opposer. Aussi, avant d'analyser l'évolution complexe de la situation, est-il indispensable de mettre en scène les acteurs. Philippe II, roi de Macédoine, était le plus jeune frère d'Alexandre II, celui que les Thébains avaient vaincu. Tuteur de son neveu, en 359, il prit de fait les rênes du pouvoir et son succès contre les turbulents Illyriens et Thraces, qui menaçaient en permanence la frontière septentrionale de la Macédoine, firent de lui tout naturellement le roi légitime, étant entendu que les règles de succession n'avaient jamais été très nettes en Macédoine. Il est présenté, par les sources en général hostiles, comme un barbare, porté sur le vin et les plaisirs de la vie. S'il eut en effet une vie conjugale compliquée, multipliant les mariages et les concubines, il se rattachait de la sorte plus à une tradition macédonienne qu'il n'annonçait les pratiques royales hellénistiques. Ici, le livre propose une carte du sud-est égéen, avec notamment Samos, Halicarnasse et Rhodes. Concernant les Macédoniens, barbares comme l'affirme Démosthène à de multiples reprises, sûrement pas. Des inscriptions récemment mises au jour montrent que le macédonien n'est pas une langue particulière, mais un dialecte grec, comme il en existait de nombreux, encore au milieu du IVe siècle. De plus, les souverains macédoniens participaient au concours pan-hellénique réservé aux Grecs, et, dès la fin du Ve siècle, une cour attirant des poètes de tout le monde grec, Euripide y finit sa vie, existait à Pella, la capitale du royaume. La découverte d'une tombe royale, sans doute celle de Philippe II lui-même, à Vergina, montre encore, par sa décoration, un style parfaitement grec. Le fait même que la Macédoine soit organisée en un royaume plutôt qu'en cités indépendantes n'est pas davantage une preuve de la non-grécité de son souverain, et d'ailleurs Philippe en développa largement le nombre sous son règne. Qu'Isocrate à partir de 346 ait vu dans la figure du roi de Macédoine le seul capable d'unifier les Grecs contre la Perse témoigne aussi du fait. Nul besoin de rappeler que les Grecs avaient, dans des temps lointains mais connus de tous, été dirigés par des rois, et le système de la police n'est de toutes les façons pas le seul à être grec. Nous verrons dans un chapitre prochain que coexistaient avec elle d'autres formes de gouvernement, le royaume, la Macédoine et l'Épire, et les États fédéraux fondés sur des communautés d'origine, les ethnées. Quant à sa conduite des affaires politiques, elle emprunta les voies d'un impérialisme bien grec. Du côté athénien, puisque les textes donnent l'image d'une opposition entre les deux puissances,
c'est la figure de Démosthène qui semble dominer la période. Mais il faut bien dire que cette impression provient en priorité des discours de Démosthène lui-même qui sut mettre en exergue sa seule action personnelle. Amoindrir ou taire celle de ses amis politiques, dont Hypéride, réduire ses adversaires athéniens au rang de traîtres vendus à la cause de Philippe, Échine, et Philippe lui-même. On l'a vu à celui d'un barbare cherchant à assouvir sa haine à l'encontre d'Athènes. Une telle position longtemps défendue par l'historiographie est aujourd'hui largement nuancée quand elle n'est pas totalement remise en cause. Il ne faudrait pas non plus réduire la progression fulgurante de Philippe à une simple opposition entre la Macédoine et Athènes, même si l'affrontement final dans la plaine de Chéronée plane sur notre réflexion. En effet, c'est moins contre Athènes elle-même que contre son impérialisme qui bordait son pouvoir à la Macédoine intérieure que Philippe est parti en guerre. En réalité, nous avons affaire au heurt, bien classique en Grèce, de deux impérialismes s'opposant sur des terres qu'ils revendiquent tous deux. On ne saurait donc suivre les positions athéniennes en limitant cette lutte à un affrontement manichéen entre le camp des bons et celui du méchant. Le but de Philippe, dès son accession au trône, et après avoir repoussé les invasions venues du nord, fut d'assurer à son royaume une ouverture sur la mer par le golfe de Thermée. D'où ces attaques réussies sur des cités alliées des Athéniens, Pydna et Potidée, ou dans leur visée, Amphipolis, qui assurait une position clé pour le ravitaillement en bois indispensable à la marine athénienne. En 354, la capture de Métonée complétait sa victoire. Puis, très vite, il poussa vers l'est, et les cités du littoral Thrace jusqu'au Nestos, Abdère, Maronée et Néapolis tombèrent avant 353. Mais il ne menaçait pas pour l'instant les positions jugées essentielles par Athènes et ne semblait pas devoir s'intéresser à des régions plus méridionales. Il fallut le concours de circonstances pour le voir jouer un rôle essentiel en Grèce. C'est en Grèce centrale que l'affaire devait débuter. Le sanctuaire panhellénique de Delphes était administré par un collège de délégués des peuples et cités, l'Amphictyonie Piléo-Delphique. Ces magistrats, les Amphictyons, avait pour tâche principale de veiller aux intérêts matériels du sanctuaire et d'Apollon, notamment sa terre sacrée, que l'on ne pouvait impunément mettre en culture. L'importance spirituelle de Delphes était telle que son contrôle avait toujours été le but des puissances hégémoniques. Mais il n'était pas aisé d'y parvenir. 12 peuples, envoyant chacun 2 amphictyons, étaient en effet représentés, et il fallait, pour prendre une décision, obtenir la majorité des voix. Sans doute les Thessaliens, dans leur ensemble, détenaient-ils 12 représentants, mais traditionnellement divisés, il n'y avait en principe pas de risque de ce côté-là. Toutefois, en 358, à la mort du tyran Alexandros, le successeur de Jason, l'ensemble de la Thessalie s'était trouvé sous le contrôle des Thébains, qui, avec leurs 2 amphictyons, détenaient à présent la majorité du conseil. Ils en profitèrent pour régler de vieux comptes à l'égard de leurs séculaires voisins et ennemis phocidiens. Pour avoir mis en culture quelques lopins de terre sacrés, ils furent condamnés à une énorme amende de 500 talents. C'était plus que ne rapportait annuellement le tribut dans l'empire athénien au 5e siècle. De même que les Spartiates, pour s'être quant à eux emparés de la Cadmée en 382. Les rancunes étaient tenaces dans le monde des cités. Loin de se soumettre à ce qu'ils considéraient comme une injustice, les Phocidiens, sous la conduite de leur stratège Philomélos, marchèrent sur le sanctuaire dont ils se rendirent maîtres. La 3e guerre sacrée débutait. Elle devait durer 9 ans. Les opérations furent dans un premier temps favorables aux Thébains. Lors de l'engagement initial, les Phocidiens furent défaits et Philomélos trouva la mort, ce qui ne réglait pas la question. Les Phocidiens, considérant le sanctuaire de Delphes comme leur priorité, se mirent à utiliser les richesses du sanctuaire pour poursuivre la guerre, chose considérée comme sacrilège aux yeux de leurs adversaires. Ils favorisèrent, en Boétie, la reconstruction d'Orchomène, rasée par les Thébains en 364, puis se résolurent à susciter en Thessalie des oppositions aux Thébains et soutinrent faire dans un différend avec Larissa. Effrayés d'une disproportion des forces, les Laricéens firent appel à Philippe de Macédoine, qui intervint en 353. Vaincu dans un premier temps, il écrasa l'année suivante les Phocidiens en Thessalie. Les Phocidiens prisonniers, considérés par la propagande delphique, et par Philippe, qui sut s'en servir, comme des sacrilèges, furent noyés et le corps de leur stratège, Onomarchos, mort au combat, crucifié. Philippe voulut se poser en bras armé du dieu, et c'est cette double image, très tendancieuse,
de Phocydien sacrilège et d'un Philippe défenseur du sanctuaire que les sources postérieures, Diodore de Sicile, ont conservé. Cette victoire militaire, pourtant pas définitive, eut une suite diplomatique inespérée. Il devenait gouverneur, l'Archon, à vie de la Confédération thessalienne. La situation pouvait devenir périlleuse pour les Athéniens, d'autant plus que Philippe cherchait à porter la guerre en Phocide, mais il lui fallait pour cela emprunter le défilé du Thermopyle, que prudents, Athéniens et Spartiates avaient préalablement occupé. Peu désireux de risquer la perte de tous ses gains antérieurs dans un combat hasardeux, Philippe n'insista pas. Si les Athéniens n'avaient que mollement soutenu leurs alliés phocidiens, opposés dans l'affaire aux Macédoniens et aux Thébains, ils avaient cependant su prendre la mesure du danger, ce qui interdit de suivre Démosthène lorsque, à de nombreuses reprises, il accuse ses concitoyens de n'avoir pas agi pour faire reculer Philippe. Première Olympienne, 9 pour la source. En fait, à Athènes, après la défaite de 355, l'heure n'est plus aux expéditions lointaines. Un homme symbolise cette nouvelle orientation politique. Non point pacifiste, comme on l'a parfois décrit, mais empirique. Eubule. Lassés des expéditions et d'une politique impérialiste qui n'avait amené que des déboires, les Athéniens avaient recentré leur activité sur des positions jugées vitales pour la cité, le ravitaillement en blé et en matériaux de construction étant au premier plan de leurs préoccupations. La marine athénienne surveillait toujours activement la mer Égée, et ce qui se passait en Grèce du Nord était devenu pour eux secondaire. Mais la réplique des Thermopyles le prouve, il n'était pas enclin à laisser trop d'espace à Philippe. Bloqué en Grèce centrale, Philippe ne resta pas inactif pour autant, et au prix d'une marche de près de 1000 km, il partit répondre à l'appel de Périnthe et Byzance, menacés par des incursions répétées des Thraces, ce qui en dit long sur ses capacités militaires. Son arrivée sur des terres qu'il n'avait jamais foulées, sur ce littoral de la Propontide, si important pour eux, ne pouvait qu'inquiéter les Athéniens. Cependant, la prise d'un fortin tenu par les Thraces et sa remise par Philippe aux Périnthiens, qui le détenait auparavant, suivi de son retour pour la Macédoine, calma les craintes athéniennes. Philippe avait fait la preuve de sa capacité à arbitrer les affaires de Grèce centrale et s'était acquis une réputation de défenseur des Grecs contre les barbares. Les 3 années qui suivent ne voient aucun différend se dresser entre les deux parties. Les Athéniens, si l'on en croit les discours prononcés alors à l'Assemblée, sont certes préoccupés par Philippe, mais plus encore par la situation confuse dans le Péloponnèse, et par leur perte d'influence dans le sud-est de la mer Égée, où Mosol avait profité de la rupture des îles avec Athènes pour imposer des gouvernements oligarchiques amis. En quelque sorte, et malgré les dires de Démosthène, se vantant d'avoir de suite compris le danger macédonien, rien n'indique en 352-351 que Philippe était destiné à entrer en conflit direct avec Athènes. La situation s'envenima en 349. La péninsule de Chalcidique de Thrace, dirigée par Olynte, était jusque-là restée à l'écart des projets de Philippe. Au contraire, en 356, il avait remis la ville de Potidée aux mains des Olyntiens. Ces bonnes relations ne durèrent pas, car la cité trouvait que la puissance du roi devenait dangereuse pour son autonomie, et de son côté, le roi cherchait à contrôler une région à la fois riche et voisine de la Macédoine. Les Olyntiens se rapprochèrent donc des Athéniens, avec lesquels ils passèrent un accord militaire, ce qui ne pouvait être considéré par Philippe que comme une déclaration de guerre. Le livre ajoute une carte de la Macédoine littorale et de la Chalcidique de Thrace. En 349 donc, il lança les premières opérations militaires contre la cité. Cette guerre nous est connue dans ses grandes lignes par 3 discours. Les Olyntiennes, prononcées à cette occasion par Démosthène, selon qui les Athéniens ne répondirent pas à l'appel de leurs alliés avec la détermination voulue, expliquant ainsi l'échec final. Mais ce n'est pas si simple. D'abord parce que les Athéniens envoyèrent des secours à la cité assiégée, même si la dernière expédition parvint dans Chalcidique après la reddition de la ville, et parce que nous avons en 349-348 la réédition presque à l'identique de la situation de 357-355, à savoir que les Athéniens sont tenus d'intervenir sur plusieurs fronts. En effet, les cités de B, revenues dans le giron athénien en 356, se révoltèrent à nouveau. Démosthène a, longtemps après les événements, 4e Philippique 8, pour la source, accusé le roi d'être à l'instigation de cette rébellion. Que ce fait soit avéré ou que les Eubéens aient choisi un moment propice pour une action d'envergure, il n'en reste pas moins que, de 356 à 349, les Athéniens avaient cherché à s'assurer l'alliance des cités eubéennes en soutenant des tyrannies qui leur étaient favorables et en ne se préoccupant pas
beaucoup de la question de leur autonomie. En tout état de cause, les deux fronts, la Chalcidique et l'Eubée, furent deux échecs cuisants pour Athènes. Olynte fut rasée, ses habitants réduits en esclavage ou expulsés, et l'Eubée sortit de l'alliance athénienne. La situation devenait périlleuse pour Athènes, qui avait tout intérêt dès lors à jurer une paix avec Philippe. Mais aucune paix n'était envisageable tant que la guerre sacrée se poursuivait. Depuis le départ de Philippe en 352, Thébains et Phocidiens s'affrontaient sans qu'un résultat décisif sortît des opérations militaires. Pour en finir, les Thébains appelèrent à l'aide Philippe, ce qui livrait à ce dernier la clé de la Grèce centrale, au sud de la passe des Thermopyles. Athéniens et Spartiates cherchèrent bien à l'en empêcher, mais le nouveau stratège des Phocidiens, Phalaïkos, pour des raisons obscures, on a pensé à un accord tacite entre lui et Philippe, hypothèse rendue plausible par le sauf-conduit qu'il obtint après la défaite finale, leur interdit l'accès au défilé. L'arrivée de Philippe en Phocidie lui donnait par voie de conséquence un accès presque libre à l'Attique, puisque les Thébains étaient ses alliés. Il devenait urgent pour les Athéniens de trouver une issue diplomatique. Cette impression de tenaille dans laquelle ils étaient enfermés est essentielle pour comprendre les événements qui allaient conduire à la paix, car, au contraire des Athéniens, Philippe n'était pas pressé d'arrêter les hostilités avant d'avoir réduit les Phocidiens à sa merci, ce qu'il fit sans grande difficulté. Mais en fin politique, il se déchargea sur l'Amphictyonie de la punition infligée aux Phocidiens. Non seulement ces derniers perdirent leurs 2 sièges amphictyoniques au profit de Philippe, mais ils furent condamnés à une énorme amende de 60 talents pendant 167 ans, prix de leurs emprunts sacrilèges. Du côté athénien, deux tendances s'affrontaient, symbolisées par l'opposition entre Échine et Démosthène. Mais il ne faut pas imaginer au contraire des affirmations de ce dernier que ce désaccord de fond entre les deux hommes ait été toujours d'actualité. Tout au contraire, dans les négociations qui s'engagèrent entre les deux parties, Démosthène et Échine se montrèrent tous deux adversaires de Philippe, mais en même temps partisans des rapports diplomatiques. Ce n'est vraiment qu'après les serments du traité de paix que les deux hommes en vinrent à s'opposer radicalement. Démosthène dénonçant, dès lors avec vigueur, une paix de renoncement, qu'il avait pourtant appelée de ses vœux. De son côté, Échine avait conscience des progrès de Philippe, et un peu comme certains l'avaient imaginé au 5e siècle, à propos des zones d'influence athéniennes et spartiates, pensait à une répartition des rôles entre Athènes et la Macédoine, l'hégémonie maritime à l'une, la domination terrestre à l'autre. D'autre part, mu comme beaucoup de ses concitoyens par une profonde inimitié à l'égard des Thébains, il pensait pouvoir faire de Philippe un allié d'Athènes contre ces derniers. A l'inverse, Démosthène s'inscrit dans une perspective plus impérialiste d'Athènes, qui refuse ce partage des rôles et prône donc, surtout depuis la guerre d'Olynte, une attitude ferme à l'égard de Philippe. Ces deux tendances, qui parcouraient le peuple athénien, qui parcouraient peut-être bien des citoyens eux-mêmes, n'aidèrent pas à définir une ligne politique claire. La seule perspective sur laquelle on s'accordait était la nécessité d'une paix rapide, même si plus tard, Démosthène la dénonça comme une défaite diplomatique. Après des retards, la paix fut jurée, en avril 346 par les Athéniens, en juin de la même année par Philippe. Le roi était en effet parti, dès son succès sur les Phocidiens, pour une campagne en Thrace. Cette paix, connue sous le nom de paix de Philocratès, du nom de l'un des ambassadeurs athéniens, entérinait les succès récents de Philippe et faisait de lui l'arbitre des affaires de la Grèce. Sans doute les positions essentielles d'Athènes, cette dorsale égéenne qui lui assurait son ravitaillement et une réelle prééminence maritime, n'étaient-elles pas remises en cause. Mais Philippe était désormais plus qu'un alter ego, passant aux yeux de bien des Grecs, notamment ceux auxquels il n'était pas soumis, pour le défenseur des cités grecques face aux barbares ou aux empiètements des autres cités. Il ne manqua pas de crédit, les années suivantes, dans le Péloponnèse par exemple, auprès de quelques cités menacées d'un renouveau de l'impérialisme spartiate. Si les années 355-346 avaient vu un affrontement indirect entre Macédoniens et Athéniens, il n'en allait pas être de même par la suite. Du côté athénien, la politique pragmatique menée par Eubule semble être repoussée et une ligne plus dure à l'égard de la Macédoine est à l'ordre du jour. Démosthène est le plus bruyant de ces hommes politiques qui dominent l'Assemblée après 346. Le plus prolixe aussi en matière de discours, mais il n'est certainement pas le seul, ni peut-être pas même le plus influent. D'autres orateurs, comme Hypéride ou Hégésippe, jouent un rôle majeur dans l'Athènes du temps et animent une politique active qui se matérialise par la décision d'entamer la construction d'un arsenal au Pirée,
par le renouvellement d'accords d'alliance et d'amitié avec certaines cités comme celle de l'île de Lesbos et les souverains du Bosphore cimérien, ou encore par l'envoi d'un nouveau groupe de clérouques en Chersonèse de Thrace, dans Impérialisme et démocratie numéro 74 à 76, 80. En quelque sorte, les Athéniens assurent leurs arrières dans l'hypothèse d'un nouveau conflit avec Philippe. Du côté macédonien, il est difficile de connaître avec précision leur but poursuivi. Athènes est-elle vraiment, comme semble le dire Démosthène, au centre des préoccupations de Philippe ? La réalité est plus complexe. La Macédoine a toujours été menacée sur sa frontière nord par des attaques venues d'Illyrie ou de Thrace. Et l'on devine que ce qui se passe dans ces régions périphériques est un vrai souci pour Philippe. Son mariage en 357 avec Olympia, leur fils Alexandre naquit l'année suivante, princesse de Molossie, lui permit de mettre en tutelle l'ensemble du royaume d'Épire. En d'autres termes, la question athénienne est pour Philippe l'une de ses préoccupations diplomatiques, mais évidemment pas la seule comme tente à le faire croire Démosthène, et certainement pas la plus importante à ses yeux, du moins dans les années à peine postérieures à 346. La détérioration des relations entre les deux puissances était-elle inscrite dans la paix de Philocratès ? C'est en effet une probabilité. Les Athéniens ne l'ayant, on l'a vu, accepté que sous la contrainte, les textes nous permettent de prendre la mesure, épisode par épisode, des provocations réciproques. En 344, un contingent macédonien est envoyé dans le Péloponnèse tandis que les Déliens, lassés de la domination athénienne sur leur île, en appellent à Delphes. On se souvient de la mainmise de Philippe sur le sanctuaire. En 342, pour un îlot perdu au nord de la mer Égée, on fut au bord de la guerre. Des pirates avaient pris pour base la petite île d'Alonésos, en chassant la faible garnison athénienne qui s'y trouvait, sans doute de manière ponctuelle. Quelques mois après, Philippe expulsa ces mêmes pirates et, pour preuve de sa bonne volonté envers les Athéniens, proposa de leur donner l'île. Les Athéniens refusèrent, exigeant qu'ils la leur rendent. Querelle sémantique incertaine, qui illustre avant tout la crispation athénienne. De fait, les Athéniens étaient à présent décidés à rendre coup sur coup et même à devancer les agressions de Philippe. De 343 à 340, le stratège Diopéïtès fut envoyé dans le nord de l'Égée. Pour piller les régions détenues par les Macédoniens. Mais le faible soutien financier accordé par la cité ne pouvait mettre en péril les positions macédoniennes. À partir de 341 néanmoins, les événements s'accélèrent et s'annoncent favorables aux Athéniens. Les Eubéens, devenus circonspects devant l'alliance pesante de Philippe, passèrent un accord avec les Athéniens, au terme duquel ces derniers s'engageaient à régler leurs dépenses de guerre, Échine, Ctésiphon, 90-92, pour la source. Dans le nord, Périnthe puis Byzance, menacés par Philippe, font des propositions aux Athéniens qui, en y répondant, permettent dès lors que le roi se lance dans le siège des deux cités, de briser le blocus imposé et oblige Philippe à lever le siège. Défaite compensée par la capture de 200 vaisseaux chargés de blé à destination d'Athènes, à Hieron, à l'entrée septentrionale du Bosphore. Surtout, en 339, c'est au tour des Thébains de juger l'alliance de Philippe trop envahissante. Une nouvelle et obscure affaire de terre sacrée, mise en culture à Delphes par les gens d'Amphissa, amena une condamnation de cette cité. Mais les Thébains la soutinrent, et les Amphictyons, pour faire appliquer leur décision, demandèrent l'intervention de Philippe qui, bien entendu, sauta sur l'occasion. Cette querelle poussait en quelque sorte les Thébains dans l'alliance athénienne, aux grandes dames de ceux qui, comme Échine, voyaient en elle l'ennemi principal d'Athènes, mais au soulagement de ceux qui, tels Hypéride et Démosthène, considéraient Philippe comme l'adversaire prioritaire. La guerre, inévitable, pouvait s'ouvrir sous les auspices les plus favorables pour les Athéniens, même si elle allait se dérouler en Boétie, tout près donc de l'Attique. Philippe étant, dans l'hiver 339-338, parvenu à s'installer à Delphes. La bataille de Chéronée n'est pas la guerre entre une Grèce unie et les barbares, contrairement à l'image que Démosthène a voulu donner. Nombre de Grecs marchent aux côtés de Philippe et d'autres, parmi les cités les plus importantes, Sparte, Argos, Rhodes, se déclarent neutres. Loin donc de constituer un front hellénique, semblable aux guerres médiques, il s'agit avant tout d'un conflit entre deux antagonismes impérialistes. Le choc fut lui-même assez longtemps indécis. Mais la charge finale de la cavalerie macédonienne, grossie des forts contingents thessaliens, amena la déroute de l'armée alliée.
Thèbes dut capituler, mais Athènes, dont le territoire était protégé par de nombreux forts, et la ville elle-même par les longs murs, se sentit encore assez forte pour organiser sa défense. Ses préparatifs intenses et les capacités militaires réelles d'Athènes, la flotte, force principale de la cité, étaient intactes, firent sans doute prendre conscience à Philippe qu'il était préférable d'avancer des conditions de paix modérées plutôt que de se lancer dans un siège long et aléatoire. Et tandis qu'il soumettait Thèbes à une occupation militaire, il faisait, par l'intermédiaire d'un orateur fait prisonnier à Chéronée, d'Émade, des offres de paix inespérées. Les prisonniers étaient relâchés sans rançon, les corps des soldats morts à la bataille étaient remis et un traité d'amitié, qui respectait le régime démocratique, les clérouquis, les remparts et la marine, étaient proposés. La victoire de Philippe était complète, et l'on mesure le chemin parcouru par la Macédoine depuis 359, quand le pays était menacé d'invasion générale par ses belliqueux voisins. Du Péloponnèse au Bosphore et jusqu'au Danube, Philippe régnait en maître. Pour nous, qui savons la suite des événements, on comprend bien que le monde grec a changé, même s'il n'est pas question, comme on l'a fait parfois, de parler de fin de la cité grecque, en évoquant les conséquences de la bataille de Chéronée. Mais les Grecs du temps ne pouvaient concevoir qu'une domination aussi récente fût en quelque sorte le prélude à des bouleversements irréversibles. Au contraire, pour bien comprendre l'attitude des cités grecques dans les années postérieures à 338, il faut prendre la mesure des opinions de l'époque, telles que l'on peut les analyser au travers des documents contemporains. Pour beaucoup de Grecs, la situation hégémonique de la Macédoine n'était qu'un accident, une parenthèse, plus éphémère encore que celle de Thèbes, qui reposait sur le seul génie militaire d'un homme et qui devait se refermer à un moment ou un autre.